La première chose que remarqua Evelyn Carter fut le silence. Pas le silence ambiant et doux d'une ville à 3 heures du matin, ni le calme feutré d'un appartement de luxe isolé par l'argent et le verre. C'était quelque chose de plus ancien, de plus absolu. Le genre de silence qui existait avant que les gens ne nomment les choses, avant que des routes ne soient taillées dans la pierre, avant que quiconque ne juge prudent de conduire une berline de conception allemande à travers la chaîne de montagnes des Cascades fin novembre, surtout quand une tempête venant du nord-est dévorait déjà les prévisions météo. Elle avait ignoré les prévisions. Elle ignorait la plupart des choses qui contrariaient son emploi du temps. Evelyn restait parfaitement immobile sur le siège conducteur de sa voiture. Le tableau de bord était éteint, le moteur froid. Le chauffage passait déjà de tiède à neutre. Elle inspira l'odeur particulière de l'air confiné dans un véhicule qui cédait lentement sa chaleur à la nuit montagnarde. Dehors, la neige tombait à l'horizontale. Pour le genre de neige décorative qui se pose sur les rampes, capte la lumière des porches et pousse les citadins à publier des photos. Cette neige-là se déplaçait comme si elle avait un but, comme si elle gardait d'une rancune. Elle appuya sur le bouton de démarrage pour la 4e fois. Rien. Elle appuya de nouveau, puis encore une fois. Puis elle se rassit sur le siège en cuir chauffant qui n'était plus chauffante. Elle regarda ses mains dans la lueur pâle de l'écran de son téléphone. 9% de batterie, pas de réseau. Et elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. Elle ne savait pas quoi faire. Evelyn Carter, âgée de 36 ans, était la fondatrice et présidente directrice générale de Meridian Capital Group. Elle supervisait 14 milliards de dollars d'actifs gérés sur 4 continents. Et elle ne parvenait pas à démarrer sa voiture. Elle n'avait pas de réseau pour appeler qui que ce soit. Elle n'avait personne à appeler, en réalité. Pas le genre de personne qu'on appelle à 11h30 un mardi soir, depuis le flanc d'une montagne. Son assistante, Priya, était excellente sur tous les plans professionnels. Elle affrèterait sans aucun doute un hélicoptère à cette heure-ci, si on le lui demandait. Mais Evelyn n'avait dit à personne où elle allait. C'était tout l'intérêt. Le rendez-vous vers lequel elle se dirigeait exigeait de la discrétion. C'était une conversation privée avec un promoteur immobilier qui ne tenait absolument pas à être associé publiquement à Meridian. La discrétion, finalement, ressemblait beaucoup à une mort solitaire sur la route d'Étavant. Elle vérifia de nouveau son téléphone. 8%. Elle alluma la lampe de poche et la balaya sur le pare-brise, qui commençait déjà à givrer de l'intérieur. La route devant elle était invisible. La route derrière elle était invisible. Les pins de chaque côté se dressaient comme de grandes silhouettes sombres, les bras chargés de neige, indifférents. Elle ne se souvenait pas d'avoir croisé une maison depuis 20 minutes. Elle ne se souvenait d'avoir croisé quoi que ce soit depuis 20 minutes. Rien, si ce n'est la certitude grandissante qu'elle avait commis une grave erreur de jugement. Le thermomètre extérieur indiquait 14 degrés Fahrenheit avant que le tableau de bord ne s'éteigne. Evelyn avait lu quelque part, durant une brève période de sa vingtaine, où elle lisait pour le plaisir et non pour le profit, que les personnes qui meurent de froid retirent souvent leurs vêtements à la fin. Le déshabillage paradoxal, c'est ainsi que le phénomène était appelé. Le système nerveux mourant envoyait des signaux erronés, des signaux de chaleur à la peau. Et la personne, en proie à une dernière fièvre délirante, se déshabillait. On les retrouvait parfois ainsi dans la neige, l'air paisible, presque nu. Elle remonta la fermeture éclair de son manteau. Elle n'allait pas se déshabiller. Elle n'allait pas mourir sur une montagne de l'État de Washington. Pas avec 9, puis 8% de batterie et un accord de non-divulgation non signé dans sa maillette. Elle avait bâti une entreprise à partir d'un bureau emprunté dans un espace de travail partagé à Seattle il y a 11 ans. Elle avait survécu à une tentative d'acquisition hostile, à une mutinerie du conseil d'administration et à 3 ans de ses propres doutes obsessionnels. Elle n'allait pas se laisser abattre par la météo. Elle allait, cependant, admettre qu'elle avait besoin d'aide. Elle poussa la portière. Le vent la frappa comme une chose vivante, immédiate et personnelle. Comme si la montagne avait attendu qu'elle sorte. La neige s'engouffra dans son col avant même qu'elle n'ait fait 2 pas. Elle avait de bonnes bottes. Elle était toujours habillée de manière appropriée, même pour les urgences qu'elle n'avait pas prévues. Mais les congères sur l'accotement lui arrivaient déjà aux genoux. L'asphalte était invisible sous une étendue blanche et plate. Elle alluma sa lampe de poche et la pointa vers la route. Rien. Elle se retourna et la pointa dans la direction d'où elle venait. Rien. Puis,
Plus loin en arrière, peut-être à 300 mètres, une tache de lumière orange entre les arbres, une fenêtre. Elle marcha dans cette direction. La cabane n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle s'était attendue, si elle était honnête avec les préjugés qui vivaient au fond de son esprit, à quelque chose de délabré. Des planches de porche affaissées, une bâche en plastique sur une fenêtre. Le genre de pauvreté qui s'annonce par un délabrement structurel. Elle avait grandi à Spokane, dans une maison où les choses étaient toujours un peu cassées, et elle avait passé les 20 années suivantes à essayer d'oublier à quoi cela ressemblait. La cabane était petite, mais elle était solide. Le porche avait été déneigé récemment. Il y avait une ligne nette là où la neige s'arrêtait et où le bois commençait. Une seule lampe brillait derrière une fenêtre à rideaux. Du bois de chauffage était empilé en colonnes bien nettes sous l'avant-toit. Il y en avait plus qu'assez pour tenir l'hiver. Quelqu'un avait pris le temps d'alterner les longueurs et de couvrir la rangée supérieure d'une bâche, lestée par des pierres. Ce n'était pas la négligence d'un homme qui avait cessé de faire attention. Elle frappa. La porte s'ouvrit rapidement, comme s'il l'avait déjà entendu arriver dans la neige. Il était grand, bien qu'il se tienne d'une manière qui minimisait sa taille. Le poids en arrière, les épaules pas tout à fait carrées. La posture de quelqu'un qui a passé des années dans des endroits où la taille était un inconvénient ou une provocation. Ses cheveux étaient en sombre et avaient besoin d'une coupe. Il portait un t-shirt thermique gris avec une déchirure à l'épaule gauche, recousu avec un fil qui n'était pas tout à fait assorti. Ses mains, appuyées de chaque côté du cadre de la porte alors qu'il la regardait, étaient celles de quelqu'un qui travaillait physiquement et souvent. La peau des articulations était sèche et gercée par le froid. Une légère cicatrice parcourait le dos de sa main droite. Ses yeux avaient la couleur de l'ardoise après la pluie. Ils la parcoururent une seule fois. Un regard rapide, complet, qui cataloguait. Puis ils se posèrent sur son visage avec une expression qu'elle ne put lire immédiatement. Il n'avait pas l'air surpris de la voir. « Voiture ?» dit-il. « En panne » dit-elle. Il s'écarta de la porte. Elle entra. L'intérieur était chaud, vraiment chaud. Le poêle à bois dans le coin dégageait une chaleur réelle, parfumée au bois. Elle la sentit sur ses pommettes quelques secondes après avoir franchi le seuil. L'espace était une seule pièce ouverte au rez-de-chaussée, avec une mezzanine pour dormir au-dessus. Tout ce qui s'y trouvait était soit fonctionnel, soit réparé. Une poêle en fonte était suspendue à un crochet. Une rangée de livres pour enfants se tenait entre deux galets sur une étagère basse. Un dessin au crayon de fer était collé sur le côté du réfrigérateur. Il représentait une maison jaune, une grande silhouette, une plus petite silhouette. Et au-dessus d'eux, un soleil avec 14 rayons dessinés avec soin. « Asseyez-vous » dit l'homme. Il le dit sans méchanceté mais sans inflexion, comme on parlerait à quelqu'un dont on a déjà décidé qu'il devait s'asseoir. Elle s'assit à la table de la cuisine. Il posa une bouilloire sur le poêle. Il lui tournait le dos. Elle remarqua qu'il ne lui demanda jamais son nom, ni où elle allait. Il ne posa jamais les questions ordinaires que les gens posent. Il trouva une tasse propre. Il se déplaçait dans la cuisine avec l'économie de quelqu'un qui a appris à ne pas gaspiller ses mouvements. « Il y a un téléphone, dit-il, une ligne fixe. Dans le couloir, il se connecte à la vallée. Répéteur de signal, mieux que rien. » Elle l'utilisa. Elle joignit Priya à la 3e sonnerie, déjà à moitié réveillée. En 40 secondes, son assistante avait noté l'emplacement, mis une compagnie de remorquage en attente et fait une réservation à l'auberge la plus proche qui était techniquement encore ouverte. « Les routes, dit Priya avec sa prudence habituelle, ne seraient pas praticables avant le matin, voire plus tard. » Evelyn raccrocha et retourna dans la cuisine. Il avait posé la tasse sur la table. Du thé noir, sans cérémonie. Et à côté de la tasse, une couverture pliée qu'il déposa avant de s'éloigner sans un mot. Elle l'enroula autour de ses épaules, regarda le poêle à bois et sentit lentement le soulagement particulier d'un corps qui se souvient qu'il a chaud. « Je peux payer pour la nuit, dit-elle. Pas la peine. Je préférerais. » Il la regarda de nouveau avec cette expression indéchiffrable. « J'ai dit que ce n'était pas la peine. » Un petit bruit vint de la mezzanine, un mouvement, un craquement, le bruit doux et spécifique de petits pieds sur le bois. Puis une enfant apparut en haut de l'escalier. Elle avait peut-être 7 ou 8 ans, les mêmes cheveux sombres que l'homme et des yeux noisettes plus clairs qui captaient la lumière de la lampe. Elle portait un pyjama avec de petits renards et tenait un lapin en peluche par une oreille.
Elle regarda Evelyn sans alarme, seulement avec curiosité. « Papa, dit-elle, il y a une dame. »« Je la vois, dit-il. Pourquoi est-elle là? » Sa voiture est tombée en panne. Elle avait besoin d'un endroit chaud. La fillette réfléchit à cela avec la gravité de quelqu'un qui résout un problème de logique. Puis elle descendit le reste des escaliers, traversa la pièce et grimpa sur la chaise à côté de son père, au comptoir. Elle posa le lapin sur le comptoir. Elle regarda Evelyn. « Je m'appelle Lily, dit-elle. »« Evelyn, c'est un prénom démodé, » dit Lily sans méchanceté. « C'était celui de ma grand-mère. » Lily accepta cette explication d'un hochement de tête. « Tu veux voir mon lapin? Il s'appelle Marcus. Il a visité 4 États. » L'homme, son père, posa un verre de lait devant Lily et dit « Retourne au lit. Il y a école demain matin. » « Il n'y a pas école. Il neige. »« Retourne au lit quand même. » Lily glissa de sa chaise avec la patience de quelqu'un qui avait déjà perdu cette discussion et conservait son énergie pour les prochaines. Elle s'arrêta au pied de l'escalier, son lapin pendant au bout de son bras, et regarda Evelyn une dernière fois. « Le canapé est confortable, dit-elle. Je dors dessus parfois quand je fais des cauchemars. » Puis elle remonta. L'homme remplit sa propre tasse. Il ne regarda pas Evelyn. Dehors, la tempête s'acharnait contre les fenêtres. Il ne lui avait toujours pas dit son nom. Il le lui dit le matin. Autour d'un café bien meilleur que le thé, moulu à partir de grains entiers, avec une température d'eau précise. La façon dont on apprend à faire les choses quand on ne peut pas sortir pour trouver une meilleure version. Son nom était Daniel Hayes. Il ne donna aucune autre information. Il n'avait pas donné son nom de famille au début. Elle le trouva sur le registre d'identification de l'appelant de la ligne fixe quand elle l'utilisa de nouveau pour contacter Priya. Hayes dit, l'adresse était un simple numéro de route rurale, rien de plus. La tempête ne s'était pas calmée. Au contraire, elle s'était intensifiée pendant la nuit. La route qu'elle avait empruntée était invisible sous 60 cm de neige supplémentaire. La compagnie de remorquage que Priya avait contactée, une petite entreprise de Winthrop, avait dit qu'elle n'enverrait personne avant le passage des chasse-neige du comté. Et les chasse-neige du comté donnaient la priorité à la vallée. Ce pourrait être aujourd'hui. Ce pourrait être demain. Techniquement, Evelyn n'avait aucun rendez-vous qui ne pouvait attendre. Le promoteur immobilier reporterait. Les hommes qui ont besoin d'argent reportent toujours. Elle appela Priya et lui donna des instructions pour les 3 réunions à déplacer. Puis elle s'assit avec son café à la table de Daniel. Elle regarda par la fenêtre un monde réduit au blanc, au gris et aux lignes verticales sombres des pins. Lily mangeait des céréales au comptoir, parlant avec une énergie concentrée qui suggérait qu'elle avait attendu toute la matinée d'avoir un public. Elle expliqua dans un ordre minutieux l'histoire narrative complète de Marcus le lapin, puis l'intrigue d'un livre qu'elle lisait sur une fille qui se liait d'amitié avec un ours. Ensuite, les différences structurelles entre les 2 espèces de pies vertes qu'elle avait observées par la fenêtre arrière. Et enfin, sa théorie actuelle sur la raison pour laquelle la neige était plus silencieuse que la pluie. « À cause de la forme, dit-elle très sérieusement. La pluie est ronde en bas et elle rebondit. La neige est plate et elle colle. Les choses plates ne font pas de bruit. C'est en fait assez proche de la réalité scientifique, dit Evelyn. Lily la regarda avec la satisfaction solennelle de quelqu'un dont la théorie venait d'être validée par un adulte qui semblait savoir de quoi il parlait. « Je sais, dit-elle. » Daniel s'acquittait tranquillement des corvées matinales. Il rentrait du bois, vérifiait quelque chose dehors qui l'obligeait à mettre son manteau et à passer 20 minutes derrière la cabane. Il dégageait la neige des marches du porche avec un long grattoir. Il travaillait méthodiquement. Il ne se pressait pas. Il ne jouait aucun rôle. Il accomplissait simplement ses tâches avec une application presque monacale. Evelyn l'observait depuis la fenêtre. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir quand il pensait que personne ne le regardait. Ce n'était pas la posture affaissée d'un homme au repos, mais une immobilité spécifique, entraînée, le poids équilibré, l'attention périphérique maintenue large. La posture de quelqu'un dont le corps avait appris, à un moment donné, à être prêt. Elle avait fréquenté suffisamment de salles de réunion à hauts enjeux pour reconnaître cette qualité particulière. Celle d'une personne qui a traversé une épreuve qui a marqué sa façon d'occuper l'espace. Elle remarqua aussi d'autres choses, plus progressivement. La radio sur le comptoir de la cuisine était un modèle plus ancien, AM et FM. Son antenne avait été déployée et orientée avec soin.
Elle était toujours allumée à faible volume, toujours réglée sur la même station qui diffusait les informations nationales au début de chaque heure. Il ne la changeait jamais. Quand les informations commençaient, ses mouvements ralentissaient de manière presque imperceptible. Il ne s'arrêtait pas, il ralentissait. Il y avait une étagère de cartes au-dessus de la radio. Des cartes topographiques, du type de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, le genre avec des courbes de niveau et des ombrages de terrain. Celles qui étaient visibles de là où elle était assise couvraient une zone d'environ 90 kilomètres. Les sommets, les cols et les fonds de vallée y étaient marqués dans ce langage dense et patient de la Terre. Quelqu'un les avait pliés avec soin. Les plis étaient délibérés, suggérant qu'elles avaient été dépliées et repliées de nombreuses fois. Et il y avait la porte au fond de la cabane, après le poêle à bois et l'étagère de livres pour enfants. Elle était fermée et munie d'un cadenas qui n'était pas décoratif. C'était un cadenas robuste, le genre que l'on met sur quelque chose que l'on ne veut vraiment pas voir ouvert. La porte elle-même était pleine. Elle avait vu assez de chantiers pour connaître la différence entre une porte intérieure creuse et une porte qui a du poids. Il l'a surpris en train de la regarder cet après-midi-là. Elle ne détourna pas le regard. Elle n'était pas du genre à détourner le regard. Il se retourna vers ce qu'il faisait. Aiguiser un couteau avec une pierre à aiguiser. Le bruit prudent et rythmé du frottement fut le seul son pendant un instant. « Rangement », dit-il. « Bien sûr », dit-elle. Il ne dit rien d'autre, mais le couteau bougea un peu plus vite sur la pierre. Le deuxième après-midi, Lily avait adopté Evelyn avec l'aisance décontractée que les enfants réservent aux animaux et aux invités qui ne font pas d'histoire. Elle montra à Evelyn sa chambre dans la mezzanine. C'était en fait une demi-mezzanine, séparée de l'espace de couchage de son père par une bibliothèque servant de cloison. Elle lui présenta toute la population d'animaux en peluche, expliquant la biographie de chacun avec le détail d'un naturaliste. « Marcus est le plus ancien », expliqua-t-elle. « Il vient d'avant qu'on déménage ici. Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» Lily réfléchit. « J'avais 5 ans quand on est arrivé. J'ai 8 ans maintenant. Donc, 3 ans. Ça te plaît ici? J'aime les oiseaux, la neige et le calme. » Une pause. « Parfois, des choses me manquent. Quelle chose? » Lily prit Marcus et lissa ses oreilles. « Je ne sais pas. D'autres enfants, peut-être. Mais papa dit qu'on doit faire attention encore un peu. » « Attention à quoi? » La fillette la regarda avec des yeux trop mesurés pour une enfant de 8 ans. Il ne le dit pas exactement. Mais je pense que c'est à propos d'avant. Elle disait « avant » comme certains enfants disent « quand maman était là » ou « quand on avait l'autre maison ». C'était un repère temporel qui organisait tout en 2 époques. Evelyn n'insista pas. Mais elle y pensa. Cette nuit-là, elle se réveilla à 2 heures du matin, frigorifiée. Le poêle à bois s'était réduit à des braises. Elle entendit Daniel bouger doucement dans la pièce principale en bas. Pas agité, pas insomniaque, déterminé. Elle entendit le volume de la radio augmenter pendant environ 4 minutes, puis diminuer à nouveau. Elle entendit le bruit prudent d'un papier qu'on dépliait, puis repliait, puis le silence, puis le son de sa présence immobile pendant un long moment. Elle resta allongée dans l'obscurité de la mezzanine, regardant le plafond. Elle écoutait un homme se tenir immobile dans une pièce, un étage plus bas. Et pour la première fois depuis des années, elle eut la conscience aiguë d'être à proximité d'une histoire qu'elle ne connaissait pas. Elle n'était presque jamais à proximité d'histoires qu'elle ne connaissait pas. Elle avait des gens pour ça, des analystes, des enquêteurs, des consultants qui cartographiaient le paysage de chaque entité qu'elle envisageait. Elle avait bâti un empire sur le fait de savoir les choses en premier. Elle ne connaissait pas du tout Daniel Hayes. Elle ne l'avait pas prévu. C'était de la vérité et elle était assez honnête avec elle-même pour l'admettre. Elle n'était pas du genre à fouiner. Elle tenait à sa vie privée, farouchement, et n'avait jamais éprouvé de curiosité particulière pour l'architecture privée de la vie des autres. Mais elle se réveilla à 4 heures du matin la 2e nuit, au son de la porte arrière qui se fermait. Elle resta allongée, puis descendit l'escalier en chaussettes et traversa la pièce principale. Le cadenas n'était pas sur la porte. Il était posé sur l'étagère à côté, ouvert. Elle s'arrêta. Elle le regarda un long moment. Elle regarda la porte. Elle l'ouvrit. La pièce était petite, peut-être 3 mètres sur 4, et servait clairement à la fois d'atelier et d'archives.
Un établi le long d'un mur contenait des outils qui n'étaient pas pour le bois ou le métal. Un émetteur-récepteur radio multibande, compact et sérieux, avec à côté un carnet rempli de listes de fréquences manuscrites. Un scanner portable, des piles organisées par type et taille sur des rangées étiquetées. Le genre d'inventaire qu'une personne assemble si elle réfléchit soigneusement et longuement à ce dont elle pourrait avoir besoin quand tout le reste cessera de fonctionner. Sur le mur opposé, fixé aux planches nues avec de simples clips métalliques, il y avait trois choses. La première était une carte topographique du Nord-Ouest Pacifique, plus grande que celle de l'étagère de la cuisine. Elle portait des marques de deux encres différentes. Des notes plus anciennes en bleu, des plus récentes en rouge. Des itinéraires, des repères d'altitude, plusieurs endroits encerclés avec des dates à côté. Elle commençait il y a 4 ans et se terminait environ 6 mois plus tôt. La deuxième, elle était d'une photographie dans un cadre simple. Un groupe d'hommes en tenue militaire, sur fond de désert. La lumière d'un endroit très loin de l'État de Washington. Elle ne trouva pas Daniel tout de suite. Et puis si, rangé du fond, deuxième à partir de la droite. Plus jeune d'une décennie, semble-t-il. Debout avec cette aisance particulière, le dos droit, qu'elle reconnaissait maintenant comme sa posture naturelle quand il ne la contrôlait pas. Il y avait des noms écrits au stylo le long du bord inférieur. Elle les lut dans la faible lumière de la pièce principale. 8 noms. 6 d'entre eux étaient barrés d'un trait rouge. Elle resta un moment avec cette information. La troisième chose était un dossier, et c'est ce là qui changea tout. Il était mince, peut-être une douzaine de pages, et la première feuille était un formulaire gouvernemental. Elle reconnut le format, sinon la classification spécifique. Meridian avait assez de sous-traitants de la défense dans son portefeuille pour qu'elle ait déjà vu ce langage. Le nom sur le formulaire était Hayes Daniel R. La date du formulaire remontait à 4 ans et 3 mois. Dans le champ marqué « Statut », quelqu'un avait tapé « Décédé ». En dessous, quelqu'un avait tamponné à l'encre rouge « Dossier scellé ». Elle tourna la page. Elle n'eut pas le temps de lire la suite car elle entendit ses pas sur le porche arrière. Elle remit le dossier exactement là où elle l'avait trouvé. Elle sortit de la pièce et fit 3 pas vers l'escalier quand la porte arrière s'ouvrit. Il la vit immédiatement. Il était doué pour voir. Il regarda la porte ouverte de la pièce. Il la regarda, elle. Il posa ce qu'il portait. Elle l'enregistra de manière périphérique comme une caisse couverte. Il resta très immobile un long moment, de cette manière qu'elle avait appris à reconnaître comme sa version d'une activité intense. « J'ai ouvert la porte, dit-elle. Je ne vais pas faire semblant. Qu'avez-vous vu? » Assez, il traversa la pièce jusqu'à l'embrasure de la porte et regarda à l'intérieur un instant. Vérifiant, évaluant ce qu'elle avait pu lire et ce qu'elle n'avait pas pu. Puis il referma la porte et se tourna vers elle. « Asseyez-vous, dit-il. Vous n'arrêtez pas de dire ça. Vous n'arrêtez pas d'en avoir besoin, dit-il, et il n'y avait aucune cruauté là-dedans. Seulement une honnêteté qu'elle trouva, malgré elle, vivifiante. Elle s'assit. Il se tint près du poêle à bois et ajouta 2 bûches sans la regarder. Et quand la porte fut verrouillée, il se retourna, croisa les bras et regarda le sol un instant. Son expression n'était ni de la colère, ni de la peur, ni de la résignation. C'était quelque chose de plus compliqué. Le regard d'une personne qui calcule la quantité de vérité qu'une situation exige. « Le document dit que je suis mort, dit-il. C'est exact en ce qui concerne les parties concernées. Je suis officiellement décédé depuis 4 ans, 2 mois et 17 jours. Pourquoi? Parce que rester en vie n'était pas une option viable. Pour Lily, elle attendit. Il s'assit maintenant de l'autre côté de la table. Et il parla de la manière mesurée de quelqu'un qui a répété cela dans sa tête de nombreuses fois, mais ne l'a jamais dit à voix haute. Il avait été membre d'une unité d'opération spéciale de premier niveau. Il ne la nomma pas, et elle ne le lui demanda pas. Il avait été, de son propre aveu, sans vanité, très bon dans son travail pendant 11 ans. Les 18 derniers mois de son service actif avaient été passés intégrés à une unité menant des opérations en coordination avec un sous-traitant de la défense privée appelé Arbor Group. Le contrat était classifié. Les opérations étaient classifiées. Il avait déjà fait des choses classifiées et il avait dormi convenablement après. Ce que Arbor Group lui avait demandé de faire au cours des 8 derniers mois de ce contrat n'était pas quelque chose après quoi il pouvait dormir. Il s'arrêta à ce point. Il regarda le poêle à bois. « Vous n'avez pas besoin des détails, dit-il.
Les détails sont le genre de choses qui vous suit. Elle comprit qu'il voulait dire qui la suivrait, elle, pas de lui. Quand j'ai refusé un ordre direct, continua-t-il, et que j'ai documenté ce dont j'étais témoin, il y avait deux issues possibles. La première était que je sois utilisé pour boucler la boucle de la documentation, ce qui signifie que la documentation et moi disparaîtrions ensemble. La seconde était que je disparaisse en premier. Vous avez choisi la seconde. Un homme en qui j'avais confiance l'a choisi pour moi. Il avait eu 48 heures pour tout organiser. Les papiers sont arrivés une semaine après que Lily et moi soyons déjà dans les montagnes. Il fit une pause. C'est l'un des noms avec un trait dessus. Le feu crépita. Les autres? Certains sont morts naturellement, d'autres non. 2 des 6 étaient des membres de mon unité qui savaient ce que je savais. Je choisis de ne pas considérer le moment de leur mort comme une coïncidence. Elle regarda la table. Donc, quelqu'un est toujours? Oui. Depuis combien de temps savez-vous où ils sont? Je savais qu'ils étaient quelque part, dit-il prudemment. Je ne connaissais pas les détails jusqu'à récemment. Le trafic radio que je surveille a révélé une tendance il y a 2 mois, que j'ai reconnue. Ils sont plus proches qu'ils ne l'ont jamais été. À quel point plus proches? Il la regarda alors, un regard direct et inébranlable qu'elle soutint sans cilier. Elle comprit, à la qualité particulière de son immobilité, qu'il n'avait pas prévu de lui dire tout cela, que quelque chose l'avait décidé, dans les 60 dernières secondes, à cesser de jouer la fiction du rangement et à dire la vérité à la place. Assez proche pour que j'aie prévu de déplacer Lily, dit-il, avant le dégel du printemps. J'allais attendre d'en avoir assez pour choisir la bonne direction. Et maintenant, quelqu'un sait que vous êtes ici, dit-elle. Une femme qui ne peut pas partir tant que la route n'est pas dégagée, dit-il sans l'accuser. Oui. Ils se regardèrent à travers la table de la cuisine, tandis que la tempête poussait contre les fenêtres. Je ne le dirai à personne, dit-elle. Vous n'en savez pas assez sur la situation pour prendre cet engagement intelligemment. J'en sais assez, dit-elle. J'ai eu affaire à des gens qui font disparaître d'autres personnes pour avoir des dossiers propres. J'ai dû nettoyer des dégâts laissés par des sous-traitants de la défense. Pas de ce genre, mais la forme est familière. Et je sais qu'un homme qui empile son bois de chauffage dans le noir, qui connaît l'historique de voyage complet du lapin de sa fille et qui fait du café à la bonne température n'est pas le genre de personne que je suis encline à livrer à qui que ce soit. Il resta silencieux un moment. C'est une base de confiance très étrange, dit-il. La plupart des vraies confiances le sont. Elle était à la cabane depuis 3 jours quand ils sont arrivés. Elle l'entendit d'abord, le son particulier d'un véhicule à 4 roues motrices sur une route déneigée. Assez proche pour être sur la route d'accès du comté qui passait à moins d'1 kilomètre de la cabane. C'était en milieu de matinée. Lily était dans la mezzanine avec ses livres et Daniel était à la table de la cuisine avec la radio allumée. Evelyn vit sa tête se relever de la tasse qu'il tenait. Il était déjà en mouvement avant qu'elle n'ait pleinement réalisé que quelque chose n'allait pas. Il était à la fenêtre, regardant à travers un angle étroit du rideau, puis il fut à la porte de la pièce du fond. Le cadenas était enlevé maintenant, avait-elle remarqué. Il l'était depuis la nuit de leur conversation. Il en sortit avec 2 choses, un sac déjà prêt qu'il posa près de la porte arrière et un combiné radio qu'il attacha à sa ceinture. « Combien de personnes savent que vous êtes ici? » dit-il. Il n'était pas paniqué. Sa voix était de la même que celle qui avait dit « Asseyez-vous » et « Pas la peine », la même qui avait parlé de 11 ans de service sur le ton d'un homme donnant un bulletin météo. Priya, mon assistante, seulement elle. Elle n'a rien dit à personne. Elle est mon assistante depuis 6 ans. Elle ne dit jamais rien à personne. Il hocha la tête une fois, acceptant cela, puis il dit « Lily ». Lily descendit les escaliers sans qu'on ait besoin de l'appeler une 2e fois. Elle jeta un coup d'œil au visage de son père, pas au sac, pas au combiné, à son visage. Et quelque chose changea dans son expression. Un calme prudent s'installa, qui n'avait rien à faire sur le visage d'une enfant de 8 ans. Elle avait déjà fait ça. Elle connaissait la routine. Elle mit Marcus dans la poche avant de son pull. « Le sentier des bois ?» demanda-t-elle. « Pas encore. Le placard de l'entrée d'abord. Reste silencieuse. » Elle alla dans le placard de l'entrée et s'assit à l'intérieur. Daniel lui tendit le sac par la porte. Elle le tint sur ses genoux et tira la porte pour la fermer presque complètement, sans qu'on le lui dise. Evelyn se tenait au milieu de la pièce principale.
Que voulez-vous que je fasse? Rien, dit-il. Asseyez-vous à la table. S'ils viennent à la porte, vous êtes une voyageuse bloquée. Ma cousine, vous ne savez rien de rien. Et vous? Il regarda la porte arrière. Je serai tout prêt. Ce n'est pas une réponse. Il la regarda alors, brièvement, et quelque chose dans l'ardoise plate de son expression s'adoucit d'exactement 1 degré. Je serai assez prêt, dit-il. Je gère ça depuis 4 ans. Je sais ce que je fais. Il sortit par l'arrière. Elle s'assit à la table. Elle se versa une 2e tasse de café avec des mains très stables. La stabilité était un acte de volonté, et elle était douée pour les actes de volonté. Elle était assise là quand on frappa à la porte d'entrée. 2 hommes, tous deux vêtus de vêtements civils pourtant froids, chers, de conception tactique sans être des uniformes. Celui de devant avait peut-être 50 ans, avec le genre de bronzage qu'on obtient dans des endroits loin des cascades et un visage soigneusement arrangé en une expression agréable. Le second se tenait en retrait et à droite, les mains ballantes le long du corps, dans une posture qu'Evelyn reconnaissait maintenant comme celle de quelqu'un prêt à bouger. « Bonjour, dit le premier homme. Désolé de vous déranger, nous cherchons le propriétaire, un certain Hayes. Nous sommes du bureau du cadastre du comté. Vérification de routine concernant un litige sur la servitude de la route d'accès. » Evelyn sourit avec la chaleur précise de quelqu'un qui avait passé 11 ans dans des salles de conseil avec des gens qui lui mentaient en face. « Oh ça, dit-elle. Mon cousin m'en a parlé. Il a dû aller à Winthrop ce matin. La route vient juste d'être assez dégagée. Je ne sais pas quand il reviendra. Je suis juste là pour surveiller la maison. » L'homme regarda par-dessus son épaule. Ses yeux parcoururent rapidement l'intérieur visible. « Et vous êtes? » « Evelyn Marsh. » Elle donna le nom de jeune fille de sa mère, sans hésitation. « Je suis juste ici pour quelques jours. »« Bien, dit-il. Bien. Eh bien, si vous pouviez lui transmettre... » Il s'arrêta. Elle ne savait pas ce qu'il avait vu, mais quelque chose dans la pièce avait attiré son attention. Peut-être les cartes visibles sur l'étagère de la cuisine ou la radio que Daniel avait laissée au volume le plus bas. Quelque chose. « C'est une belle installation radio, dit-il. »« Je n'en sais rien, dit-elle. Il y a toujours eu ce genre d'équipement. » Un silence. « Bien sûr, dit l'homme. Merci pour votre temps. » Ils partirent. Elle regarda à travers le rideau le véhicule, un SUV noir, du genre que les agences gouvernementales et les sous-traitants privés utilisent tous les deux. Il fit marche arrière sur la route d'accès et repartit vers la route du comté. Daniel entra par la porte arrière 40 secondes plus tard. Il ne l'avait pas entendu sur le porche. « Ils reviendront, dit-il. Je sais. Ce soir ou demain matin. » « Je le sais aussi. » Elle posa son café. « Laissez-moi passer quelques appels. » Il y avait une catégorie de personnes dans la vie professionnelle d'Evelyn Carter qui existait dans les espaces entre le pouvoir visible et son exercice. Elle connaissait des avocats qui n'étaient jamais apparus dans un dossier public et dont le travail consistait entièrement à faire cesser certains autres travaux. Elle connaissait des enquêteurs dont les entreprises n'avaient pas de site web et dont les clients n'avaient aucune envie d'explication. Elle connaissait 3 personnes en particulier qui avaient navigué dans le chevauchement entre les contrats militaires et la responsabilité civile de manière à produire des résultats. Elle utilisa la ligne fixe. Daniel se tenait à la fenêtre, le dos tourné, surveillant la route pendant qu'elle passait 4 appels en 1 heure et demie. Elle parla avec soin et précision, n'expliqua pas plus que nécessaire et dépensa au cours de ses appels ce qu'elle estima en privé être une somme importante en futurs honoraires et faveurs. C'était de l'argent qu'elle avait et qu'elle avait toujours été prête à dépenser pour des choses qui comptaient. Elle n'avait jamais été tout à fait certaine auparavant de la catégorie de choses qui comptaient assez. Au 4e appel, elle joignit un homme nommé Garrett, sans nom de famille, ce qui était de la norme. Il travaillait dans un cabinet de conseil dont la fonction réelle était de traduire des méfaits classifiés en des formes pouvant être reçues par les organes de surveillance, sans déclencher les mécanismes qui réduisaient généralement au silence les sources de telles traductions. C'était un travail minutieux. Cela prenait des mois. Cela nécessitait le genre de documentation qui se trouvait actuellement dans une pièce verrouillée d'une cabane de montagne. « Le dossier est-il complet ?» demanda-t-elle à Daniel quand elle eut raccroché. Il se détourna de la fenêtre. « Assez complet. J'ai gardé des copies à 3 endroits. La pièce ici, un coffre-fort à Portland, sous un autre nom, et une archive distante cryptée. Les 3 devront être consolidés et transmis. Ça prend du temps.
L'équipe de Garrett est rapide quand elle est motivée. Comment le savez-vous? Elle le regarda parce que je les ai déjà motivés. Situation différente. Un sous-traitant pharmaceutique qui cachait des données d'essai. Mais l'architecture sous-jacente est la même. Ils auront besoin de 6 à 8 semaines pour construire le cadre. Pendant ces 6 à 8 semaines, les gens dans ce SUV sauront que le dossier est en mouvement et que s'en prendre à vous crée plus de problèmes que ça n'en résout. Daniel resta silencieux un long moment. Vous décrivez une impasse, dit-il. Je décris le début de la fin d'une impasse, dit-elle. Il y a une différence, Imam. Il la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas entièrement décoder. Pas de la gratitude, pas du soulagement, quelque chose de plus compliqué que l'un ou l'autre. L'expression d'une personne qui a porté quelque chose de très lourd pendant très longtemps et à qui on vient de dire qu'elle peut le poser temporairement, sans être encore sûr que c'est sans danger. Pourquoi, dit-il. C'était une vraie question, pas une question rhétorique. Elle y réfléchit honnêtement. Parce que Lily m'a dit que votre tasse de café appartenait à sa mère. Il se figea. Elle l'a mentionné ce matin, quand nous faisions la vaisselle. Elle a dit que vous la gardiez parce que c'était celle de votre femme, et que sa mère est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans, et que vous pensiez que ce n'était pas un accident. Elle fit une pause. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais perdu personne que je ne pouvais pas remplacer, professionnellement parlant. Mais je sais reconnaître quelqu'un qui protège la seule chose qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Il regarda le sol. Quelque chose travailla dans sa mâchoire. Elle parle trop, dit-il, mais sans réelle force derrière ses mots. Elle parle exactement ce qu'il faut, dit Evelyn. La route fut dégagée le lendemain matin. La dépanneuse arriva en début d'après-midi. Un homme nommé Chester, de Winthrop, qui avait la gaieté habituelle de quelqu'un qui gagne sa vie par mauvais temps et qui est en paix avec ça. Il fit démarrer la voiture en 35 minutes. C'était, au final, un problème d'alimentation en carburant, de la glace dans la conduite, simple et mécanique, rien de dramatique. Evelyn le paya, le remercia et conduisit la voiture de l'autre côté de la clairière où la route commençait. Puis, elle revint. Lily était sur le porche, assise sur les marches déneigées avec Marcus sur ses genoux, regardant le ciel. Il avait pris un bleu pâle particulier qui n'existe qu'en montagne après une grosse tempête, la couleur de l'eau froide. Elle leva les yeux quand Evelyn traversa la neige pour revenir. « Tu pars ?» dit-elle. « Je suis venue dire au revoir. » Lily réfléchit. « Au revoir, c'est triste, dit-elle, mais seulement si ça veut dire pour toujours. Si ça veut dire pour l'instant, alors c'est juste une pause. » Evelyn s'assit sur la marche à côté d'elle, malgré le froid qui s'infiltrait à travers son manteau. « Tu es très douée avec les mots, dit-elle. Papa me lit des histoires tous les soirs, dit Lily. De longs livres, il dit que si tu entends assez de mots, tu commences à savoir lesquels sont les bons. Il a raison. Lily la regarda de côté. Tu vas l'aider? Je l'aide déjà. Je veux dire, vraiment l'aider, pour qu'on puisse peut-être... Elle s'arrêta et Evelyn put la voir organiser quelque chose derrière ses yeux. Pour qu'on puisse peut-être ne plus toujours être si prudent. Evelyn regarda la neige, les arbres et le ciel pâle. Elle pensa aux 14 milliards de dollars et aux 14 ans qu'il lui avait fallu pour les construire. Et à la question de savoir ce que tout cela valait vraiment, dans un univers où une fillette de 8 ans était assise sur un porche de montagne en hiver, demandant de ne plus avoir à avoir peur. Oui, dit-elle, vraiment aider. Daniel apparut à la porte. Il les regarda toutes les deux sur la marche, puis il regarda le ciel comme il regardait tout, minutieusement en faisant l'inventaire. Il vint se tenir au bord du porche. « La voiture roule, dit-il. »« Oui. »« Les routes seront dégagées jusqu'à la vallée. »« Oui. » Une pause. Le ciel au-dessus des montagnes avait commencé à se dorer sur les bords. La lumière de fin d'après-midi arrivait, basse et longue. « J'ai laissé un numéro, dit-elle, sur la table de la cuisine. Pas ma ligne publique, un numéro qui va directement à Priya. Si quelque chose change, si le SUV revient, si vous avez besoin de déplacer quelque chose rapidement. » Il regarda le papier dans sa poche. Elle ne l'avait pas vu le prendre, mais il l'avait pris parce qu'il était prudent avec les choses. « Je n'appelle généralement pas les gens, dit-il. Je sais. Appeler quand même. » Il la regarda avec ce regard indéchiffrable qu'elle avait, en 4 jours, appris à lire un peu mieux. Il n'était pas indéchiffrable. Il était prudent. L'expression d'un homme qui avait des raisons pour chaque mur
et qui décidait, pour celui-ci en particulier, si les raisons s'appliquaient encore. Il y a une maison d'amis, dit-elle, à la propriété de Wenatchee. Il y a du personnel. C'est sécurisé. Ça n'apparaît pas dans mes actifs publics. C'est détenu par une fondation. Si vous avez besoin de bouger avant que l'équipe de Garrett n'ait fini, si vous avez besoin d'un endroit avec plus de sorties, il resta silencieux. Lily pourrait aller à l'école, dit Evelyn. Une vraie école. Il y a des sentiers derrière la propriété. Des bons. Elle ne plaidait pas, elle ne persuadait pas, elle exposait le terrain disponible et lui laissait la navigation. La façon dont elle avait appris à faire avec les gens à qui on avait dit où aller pendant trop longtemps. Lily s'était levée de la marche à un moment donné et se tenait à côté de son père, tenant Marcus par une oreille. Elle le regardait avec l'attention patiente et sérieuse d'une fille qui avait appris à lire le visage de son père comme il lisait les cartes topographiques. Daniel regarda les montagnes. Il regarda Lily. Il ne dit pas oui. Il n'était pas un homme qui disait les choses rapidement. Mais il tendit la main et la posa brièvement sur le sommet de la tête de sa fille. Un geste simple, léger, le genre qui ne nécessitait pas d'explication. Et Evelyn comprit que ce n'était pas rien. Elle retourna à sa voiture. Elle descendit de la montagne à travers le froid bleu pâle et les longues ombres de la route blanche et sinueuse qui ramenait vers la vallée, la ville et la vie qu'elle avait construite avec la partie d'elle-même qui était très douée pour construire des choses. Elle était à mi-chemin de Wenatchee quand son téléphone se reconnecta au réseau et que les notifications arrivèrent en cascade. 47 messages, 12 appels manqués, 3 alertes urgentes de Priya. Elle posa le téléphone, écran vers le bas, sur le siège passager. Elle conduisit encore 20 minutes en silence, regardant les montagnes s'éloigner dans le rétroviseur. Elles étaient toujours blanches, énormes et indifférentes, gardant leurs secrets comme les montagnes gardent tout, sans effort, sans jugement, sans aucun intérêt particulier à être comprise. Puis elle prit le téléphone et appela Priya. « Repousse tout à la semaine prochaine, dit-elle quand son assistante répondit. « J'ai besoin que tu prépares la propriété de Wenatchee, la maison d'amis, des lignes épurées, chaleureuses, rien qui n'attire l'attention. Et trouve combien ça coûte d'inscrire un enfant dans le district scolaire de Wenatchee en milieu d'année. » Une brève pause. Priya excellait dans les pauses qui ne posaient pas les questions qu'elle avait décidé de ne pas poser. « Bien sûr, dit-elle. « Autre chose? » Evelyn regarda les montagnes une dernière fois dans le rétroviseur. « Remplis la cuisine, dit-elle. Du bon café, une grain, et elle s'arrêta. Prendre des pyjamas qui conviennent à une enfant de 8 ans. Je t'expliquerai plus tard. » Elle raccrocha. La route tourna et les montagnes disparurent du rétroviseur, remplacées par le monde ordinaire. Des fermes de la vallée, une station-service, la première antenne relais. La densité croissante des signaux d'un monde qui fonctionnait à la connectivité et au bruit, et la pression constante des choses à faire. Elle s'y enfonça. Et quelque part derrière elle, dans une petite cabane à la lisière de l'éclaircie de la tempête, un homme se tenait sur un porche, regardait les montagnes et tournait lentement un morceau de papier plié dans ses mains. La voix de sa fille venait de l'intérieur. Elle racontait quelque chose à Marcus, expliquant un morceau du monde qu'elle avait compris par elle-même. Sa voix claire portait dans l'air froid, avec la confiance particulière d'un enfant qui a été écouté. Il ne prenait pas de décision rapidement, mais il avait déjà cessé de contester celle-ci. Il plia le papier précisément en deux, le mit dans la poche de sa chemise, la referma et rentra là où se trouvait sa fille. Il ferma doucement la porte sur le blanc, le froid et le vaste silence indifférent de la montagne, qui avait gardé ses secrets assez longtemps.